Le Nord-Pas-de-Calais a décidé en 2013 de lancer sa révolution. Plus qu'un mouvement, cette rupture saisissante s'appelle la troisième révolution industrielle. Une expérimentation qui offre une nouvelle dimension. Voici l'histoire d'un territoire qui invente une vision en 3 dimensions et entre dans la troisième révolution. Voici comment le Nord-Pas-de-Calais entre dans l'histoire. D'une révolution à l'autre, la région, terre industrielle, symbolise la première révolution industrielle. Grâce à la sidérurgie et au charbon, un développement économique et un rayonnement international qui cesseront sous l'ère du tout-pétrole. Le Nord-Pas-de-Calais n'est jamais resté figé. Les idées, les stratégies, les symboles, les réponses aux défis, les mutations circulent et se répondent. Tout était déjà là. Monsieur le Président, sénateur, messieurs les sénateurs, les parlementaires, exigez avec nous, et on sera à vos côtés, exigez ce droit à l'expérimentation dans notre région Nord-Pas-de-Calais. Dites avec nous à l'État, laissez-nous faire. Dites à l'État, faites-nous confiance. Dites à l'État, laissez-nous notre chance. Disons tous ensemble, laissons le Nord-Pas-de-Calais réussir sa troisième révolution industrielle. C'est-à-dire inscrire une vision dans l'histoire. Cette vision, c'est l'économiste américain Jeremy Rifkin qui l'a conceptualisée et le Nord-Pas-de-Calais est bien décidé à illustrer la théorie. Le cadre semble idéal pour incarner une réalité, symbole d'un changement de modèle de société plus juste, plus durable. Voilà comment et pourquoi tous les acteurs se mobilisent. Politiques, industriels, sociétés civiles, entrepreneurs. Tous les mondes se rencontrent et identifient les possibilités de cette vision, une réponse à l'avenir face aux grands défis énergétiques et démographiques du XXIe siècle. Si je suis optimiste par rapport au fait que cette région puisse être un phare et montrer le chemin aux autres, c'est parce que vous avez une histoire, une expertise, une histoire industrielle profondément ancrée. Vous connaissez bien les processus industriels, vous avez la passion, l'engagement, la volonté de faire honneur au passé et vous êtes prêt à rentrer dans la troisième révolution industrielle. Je le sens dans mes tripes, c'est quelque chose qui va se passer. C'est là que Jeremy Rifkin entre en scène. Il braque son regard plein de promesses vers l'avenir du Nord-Pas-de-Calais. Bonjour à tous, je suis bien content d'être de retour à Lille, dans le Nord-Pas-de-Calais. Voilà, le voici. La région lui commande un master plan et 9 mois plus tard, de la théorie à la pratique, elle devient le territoire grandeur nature de la troisième révolution industrielle. Le concept propose un nouveau modèle de développement reposant sur l'efficacité énergétique. Une rupture basée sur les énergies renouvelables, les bâtiments producteurs d'énergie, de stocker l'énergie ou encore déployer l'Internet de l'énergie et des réseaux intelligents. C'est aussi réinventer la mobilité des personnes et des biens, développer l'économie circulaire et l'économie de la fonctionnalité. Les révolutions économiques sont fortement dépendantes des révolutions en matière de communication. L'économie, la communication et l'énergie sont essentielles. Ils changent votre culture de la politique, la manière dont nous changeons notre vie. Cette troisième révolution industrielle va changer la donne. La troisième révolution industrielle, c'est le fruit de tout un dynamisme déjà en marche. C'est l'ensemble des grands talents de cette région qui mènent cette révolution et forgent une nouvelle identité au Nord-Pas-de-Calais. Maintenant, tout reste à prouver. Mais par où commencer ? Pour changer la donne et comprendre comment lutter contre le changement climatique, j'ai choisi comme point de départ ce qui fait la réputation du Nord-Pas-de-Calais en France, son climat justement. Qualifié de capricieux, venteux, pluvieux, et si on inversait la tendance et qu'il représentait un atout. C'est un système hybride composé à la fois d'éoliens et de panneaux photovoltaïques. Parce qu'on est en autonomie. Cette maison est totalement autonome en énergie. Elle est aucunement raccordée au réseau. Ils produisent et consomment in situ avec leurs machines. Changer, c'est aussi modifier notre usage des énergies, notre mode de consommation et aller vers une réelle autonomie.
On essaye en plus d'utiliser des matériaux qui soient le plus naturels possible. Là, derrière, vous avez un mât d'éolienne qui est fabriqué à partir d'éléments qu'on assemble. Donc ça évite en plus les transports exceptionnels sur la route. On aimerait concevoir aussi des modules solaires à partir d'éléments organiques, d'éléments naturels. Il y a tout un champ de possibles, donc ça fait des potentiels d'emploi terribles autour. Il n'y a pas une solution, il y a des solutions concernant la précarité énergétique. Ce qui est sûr, c'est qu'on a potentiellement les surfaces largement disponibles pour implanter des capteurs, pour utiliser le vent. Tout ça, c'est une histoire de réflexion, d'intelligence, de mettre des compétences en commun et puis de trouver un peu d'argent pour investir. Mais encore une fois, c'est de l'investissement, c'est pas de la facture. L'air, le vent, le soleil, la lumière, l'eau égale facture zéro? Et si ces éléments naturels sont les fournisseurs d'une énergie propre, sans aucune frontière et sans limite, autant l'optimiser. La preuve, dans l'immensité des fonds sous-marins, pas une goutte d'eau à perdre. Donc c'est une hydrolienne à membrane ondulante. Donc en fait le courant marin va venir déformer cette membrane. Cette déformation va être ralentie par des alternateurs linéaires. Et donc on va produire de l'électricité comme ça, avec une efficacité qui est le double par rapport aux turbines actuelles. Nous, c'est la 3e génération d'hydrolienne qui est issue vraiment d'une technologie de rupture, c'est-à-dire un mouvement biomimétique. Donc la membrane est comme un poisson dans l'eau. Se fournir en énergie grâce aux éléments naturels, c'est possible. Et la Terre n'est pas en marge des possibilités, surtout quand il s'agit de déchets verts qui entreprennent une efficacité sans précédent. Me voici naturellement dans un compost géant. Le compostage, c'était la première étape. Et dans le compostage, comme on est dehors, on ne peut pas récupérer l'énergie. Parce que ça monte à 70 ou 80 degrés, mais on ne peut pas récupérer. D'où l'idée, qui fait son chemin, de pouvoir méthaniser le déchet vert pour récupérer l'énergie, notamment le gaz, et pouvoir faire une première valorisation énergétique suivie d'une valorisation agronomique. Ce degré de maîtrise m'impressionne. Ici, on s'inscrit bien dans une économie circulaire et ça a un impact fort. On repense production et consommation, l'un des piliers de la 3e révolution industrielle. La TRI, il faut qu'elle fasse prendre conscience aux gens que, en voulant apporter une solution durable à un territoire, on va créer de l'activité économique, on va créer des emplois, on va produire localement de l'énergie, du gaz, du fioul, tout ce qu'on veut, et on va préparer surtout les générations futures à un mode de consommation qui est plus raisonnable. La raison l'emporterait-elle face à la quête de profit infini? Si en ligne de mire des négociations climat s'engagent, sur les territoires, les solutions existent via ceux qui les créent. Notamment pour répondre à la précarité énergétique, un gros dossier dans le Nord-Pas-de-Calais. On y découvre des écoquartiers fabriqués en écomatériaux, objectif bien-être. Mais je trouve la solution encore plus loin, avec toute une batterie de données communicantes dans chaque maison. Dans chaque bâtiment de nos clients, on a une box qu'on installe et qui a vraiment vocation à rendre le bâtiment communicant. Donc à partir de cette box, on va pouvoir échanger des informations. D'abord, remonter toutes ces consommations, remonter des températures et puis envoyer des informations au bâtiment, notamment ce qui concerne les prévisions météorologiques, mais aussi les tarifs de l'énergie. Voilà, on va pouvoir donner de l'information aux clients. Ensuite, à partir de cette box, on met en place des solutions logicielles qui vont apporter d'abord de la simplicité dans la gestion de l'énergie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un bâtiment, c'est un environnement complexe, on a plein d'équipements, on a du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, de l'éclairage, donc on est dans un environnement technique complexe. Et là, on va apporter une suite logicielle qui va permettre de simplifier cet environnement technique. Ensuite, la deuxième couche, c'est qu'on va apporter une suite logicielle qui va permettre d'optimiser automatiquement. Et là, on est vraiment sur l'intelligence du bâtiment. Donc on a un bâtiment qui va se régler tout seul en fonction notamment de la météo, mais aussi de son inertie, aussi de son orientation par rapport au soleil. Mon bâtiment est donc intelligent. Ça peut donner le vertige. Pour découvrir ce phénomène, je visite un BEPOS, c'est-à-dire un bâtiment à énergie positive. Cette fois, c'est dès la construction qu'on s'attaque à la moindre source ou perte d'énergie.
Et on a pu atteindre ça grâce aux innovations qu'on a conduites dans la réalisation de ce bâtiment. Une structure sèche, une isolation avec des matériaux de dernière génération, du maquettage numérique qui nous a permis de comprendre. En fait, on a construit virtuellement ce bâtiment avant de le réaliser. Ça nous a permis d'étudier tous les points singuliers et tous les points de déperdition thermique qu'il fallait éviter pour être à ce niveau. Ça veut dire qu'il produit plus d'énergie qu'il en consomme. Ça veut dire que c'est d'abord un bâtiment passif, c'est-à-dire que très très isolé, avec beaucoup d'inertie thermique, étanche à l'air et à la poussière. L'équivalent des besoins de chauffage correspond à une chaudière d'appartement. Vous voyez, c'est très très faible. C'est une première et l'efficacité énergétique est un domaine d'expertise que nous avons dans l'entreprise et ça a été pour nous l'occasion de pouvoir nous exprimer. L'efficacité énergétique répond donc à une innovation technologique développée ici. Nous voulons en être les ambassadeurs à notre juste portée parce que c'est évident que ça s'inscrit complètement dans la troisième révolution industrielle. Promouvoir la sobriété carbone du bâti, c'est tout à fait ce que la région Nord-Pas-de-Calais projette dans son plan 100 000 logements. Un plan de réhabilitation énergétique et environnementale du parc de logements. Facture d'énergie domestique réduite et développement des emplois du secteur du bâtiment répondent bien à l'appel des objectifs de la troisième révolution. Et si je me faisais l'avocate de l'équipe Rifkin, je prends conscience qu'ici on agit filière par filière, avec chaque maillon de l'amont à l'aval, vers une économie plus dynamique, en circuit de plus en plus court. Alors qu'en est-il du stockage de l'énergie ? On a un potentiel au niveau de la ressource. Parce qu'on est une région agricole, il ne faut pas l'oublier, on est une région où il y a une forte densité de population. C'est d'ailleurs pour ça aussi, et c'est important dans le Nord-Pas-de-Calais, qu'on a un réseau gaz qui est extrêmement dense, parce que historiquement, on a toujours eu besoin de gaz. Parce qu'on est une région aussi qui n'est pas forcément la plus chaude de France, donc on a besoin de chauffage, on a des besoins industriels en matière de gaz. Donc ce réseau, il existe, il est dense, c'est un des plus gros de France. Autant l'utiliser, l'optimiser jusqu'au bout. Et on va l'optimiser en y injectant de plus en plus d'énergie renouvelable. Donc cette électricité renouvelable qui peut être faite à partir de tout un tas de procédés, dont le voltaïque, dont l'éolien, cette électricité peut être transformée en hydrogène par ce qu'on appelle l'électrolyse de l'eau. Et cet hydrogène, on peut l'envoyer sur le réseau de CH4, c'est-à-dire on enrichit le CH4 avec du H2, donc du méthane avec de l'hydrogène. Et a priori, si on envoie des taux, je dirais, raisonnables, c'est-à-dire de l'ordre de 10 à 20% d'hydrogène dans le CH4, on peut avoir des usages domestiques qui ne changent pas, qui ne sont pas modifiés, c'est-à-dire en matière de chauffage, en matière de cuisine, voire en matière de mobilité, puisqu'on a sur Dunkerque aussi des bus qui vont rouler avec un mélange hydrogène-méthane. Ces procédés innovants dignes des plus grands chimistes sont complètement révolutionnaires. La clé de tous les problèmes d'accès et de dépendance aux énergies. On a ici un centre de valorisation organique à Sequedin qui est implanté juste en face d'un dépôt de bus qui comprend, je crois, à peu près 150 bus qui sont alimentés au gaz naturel véhicule, ce qu'on appelle le GNV. Alors pour le coup, ici, c'est un GNV, mais aussi un bio-GNV, puisqu'il y a le biométhane qui est produit au sein du centre de valorisation organique, qui est injecté dans le réseau, et le réseau va alimenter le dépôt de bus qui est juste en face. Le dépôt de bus de Transpol et également un dépôt de Lille Métropole Communautaire. Ces potentiels techniques bien scientifiques sentent bon l'air moins pollué. En route vers des modes de transport plus doux et plus responsables. Ce sont véritablement l'ensemble des modes de déplacement doux et alternatifs à la voiture particulière qui sont totalement intégrés. On passe vraiment très facilement d'un mode à l'autre. On saute d'un train à un métro et d'un métro à un Vélil. Et on utilise une voiture Lila pour un déplacement particulier sans aucun problème et avec un seul et même support. On est là dans la multimodalité totale, totalement intégrée et effectivement donc la plus facile possible pour l'usager, pour l'habitant de la métropole, pour qu'il puisse se passer, si ce n'est d'une première voiture, en tout cas d'une deuxième voiture. La maîtrise de la mobilité au cœur de la transition énergétique est une question fondamentale. On parle de villes connectées et d'économie de la fonctionnalité, mais comment propager et faire partager cette culture de la transition ? La réponse m'emmène à l'université, où la matière grise se fabrique, où éducation et innovation ne font plus qu'un. Les questions et les enjeux qui se présentent à nous,
consiste pas seulement à trouver des solutions techniques pour produire de l'énergie et continuer à la consommer comme avant. On est vraiment sur un changement de paradigme global, un changement de rapport à l'autre, de rapport à la société, de rapport à notre environnement. Et ça se construit dans toutes les dimensions du développement durable, pas seulement la dimension environnementale, énergétique. Ça se construit dans la dimension également humaine, dans la dimension économique. On parle beaucoup de social business, on parle beaucoup de nouvelles formes économiques. Cette université zéro carbone pratique la priorité absolue à l'éducation, à l'épanouissement et à la responsabilisation. Aujourd'hui, les étudiants pourraient se transformer en modèle de respect de tous ces principes. Et je crois qu'il y a une dynamique qui est lancée, je crois qu'il y a une prise de conscience. Et en plus, notre région est quand même particulièrement intéressante de ce point de vue-là, de par son passé industriel. Enfin, lancer un projet zéro carbone dans la région du charbon, c'est quelque chose qui est très signifiant et je trouve très intéressant. Et je crois que cette région, au fond, par ce projet, dit « je ne vais pas continuer de courir après ceux qui ont déjà démarré il y a 20-25 ans, je vais essayer de prévoir le coup d'après ». Moi, c'est ce que j'aime bien dans ce projet, c'est qu'on essaye d'être dans le coup d'après. Et d'être dans le coup d'après, ça permet probablement de prendre de l'avance, ce qui est plus difficile quand on essaye de rattraper ceux qui sont dans le coup maintenant. Le coup d'avant s'appelle lycée. Là où se fabrique l'ambition, l'éducation, la créativité, l'initiative, la discipline, l'esprit d'équipe et j'oubliais l'acquisition des talents. Dès le plus jeune âge, c'est là qu'on prépare le citoyen de demain. En lui enseignant, grâce à tous ces bons outils, à avoir confiance en l'avenir. Dans la région, on compte 182 000 lycéens et 23 000 apprentis qui se trouvent être dans des lycées nouvelle génération, accueillant des Fab Labs, laboratoires, pour booster le potentiel de chacun. Alors visite d'un Fab Lab où je décrypte ce phénomène du partage collaboratif. Le lieu du Fab Lab, la priorité, c'est vraiment l'échange, le partage, la communauté, de mettre des personnes en lien entre eux. Par exemple, un menuisier avec un électronicien, un informaticien avec quelqu'un qui modélise facilement du design en machine 3D. L'avantage, c'est de pouvoir mettre justement des personnes qui n'ont pas toutes des compétences ensemble et de pouvoir réaliser des objets ensemble. La mise en réseau encourage la transparence des échanges. Cette logique imprègne peu à peu notre façon de penser, d'agir, de consommer et donc de fabriquer. C'est, je pense, clairement une rupture et il faut vraiment l'expliquer aux industriels et à toutes les personnes concernées et elles sont vraiment multiples. En fait, il n'y a aucun secteur d'activité qui n'est pas touché par cette révolution dans la mesure où elle permet de créer ce qu'on a envie à l'endroit où on a envie. On crée du concret. Cette agilité compétitive bouscule le jeu des marchés économiques mondiaux et prépare le terrain pour les grandes conquêtes de la révolution industrielle qui est en train de se passer. Créer, transformer, plutôt que de détruire, voilà la réponse que j'attendais, vers de nouveaux produits de qualité différente. Nous sommes des spécialistes dans la transformation de fibres de lin, qui est une récolte locale, en sachant que le plus gros producteur de lin mondial est dans le Nord-Pas-de-Calais, jusque la Normandie, puisque c'est un savoir-faire local ainsi qu'un climat qui est propice pour cela. Il y a une volonté aussi de Textilis de travailler localement pour éviter l'empreinte carbone sur les produits une fois qu'ils sont mis au point. Qu'on est aujourd'hui sur une région Nord-Pas-de-Calais, on a une richesse industrielle colossale où on peut avoir énormément de partenaires et de divers et variés sur un tout petit territoire, puisque le Nord-Pas-de-Calais, si on arrive à produire, récolter, utiliser, consommer et aller jusqu'au compostage, puisqu'il y a quand même pas mal de gens sur le local qui travaillent ce domaine-là, on a aujourd'hui cette vocation d'avoir un circuit très 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 court. Des solutions de plus en plus locales avec des valeurs de plus en plus morales. Un nouveau pacte social est engagé. L'homme et l'entreprise ont conscience de leur interdépendance et de la nécessité de réintroduire plus de solidarité entre les hommes. Il se trouve que ces activités-là sont des activités qui sont créatrices d'emplois et qui ont en plus un impact économique favorable. Donc on arrive par l'économie circulaire à répondre à des préoccupations environnementales, sociales et économiques. Construire un futur souhaitable se matérialise ici dans le réemploi et donc l'économie circulaire. L'idée est toute simple, prendre des vieux jeans destinés à la poubelle et en faire de l'isolant thermique de haute qualité. Dans l'image circulaire, on a aussi cette image-là d'un produit qui a été utilisé dans notre région
et qui, par les savoir-faire et les technologies de la région, va pouvoir avoir une deuxième ou une troisième vie. La troisième révolution industrielle encourage Internet et nous fait basculer dans une économie de services. On appelle ça le pétrole du 21e siècle, c'est-à-dire les données. Des milliards de données informatiques, big data, à stocker, à protéger. Il faut savoir qu'à la date d'aujourd'hui, environ 2% de la production mondiale d'électricité est consommée rien que pour les data centers. Et si nous nous prenons garde, eh bien, il va y avoir, d'ici l'horizon 2020-2025, plus de 10% de la production mondiale qui serait absorbée par le big data. Il faut avoir effectivement des installations techniques optimisées, travaillant sur plusieurs fuseaux horaires, utiliser les ressources naturelles de fraîcheur, travailler avec le free cooling, avoir des installations techniques très optimisées, peu énergivores, peu de pertes, de manière et réutiliser ces pertes éventuellement pour le chauffage des locaux, pour répondre par exemple à la théorie de Lavoisier qui a dit rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. À la vitesse de la fibre optique, je pars rencontrer ceux qui permettent le flux de ces données. Effectivement, sur le site de Calais, on fabrique des câbles sous-marins à fibre optique qui sont ensuite assemblés à des amplificateurs optiques. Tout le système complet est chargé sur l'un de nos navires câbliers qui va poser donc au fond des océans, jusqu'à 9 km de profondeur, les câbles sous-marins à fibre optique. Et tout ça, c'est l'Internet. Oui, on a bien entendu. Le Nord-Pas-de-Calais est le lieu d'origine d'Internet. Le berceau du web, de vos emails, de Google. Le commencement de l'ère connectée part d'ici et revient ici, 100% valorisé. En fait, l'année dernière, on a décidé de se lancer dans la revalorisation des câbles. Donc on fait l'opération inverse. Au lieu d'aller poser les câbles au fond des mers, on va les rechercher. Ensuite, on les décortique, comme vous le voyez, et on revalorise les matériaux. Ça permet d'offrir une seconde vie à ces matériaux que sont le polyéthylène que vous avez là, le cuivre ou l'acier. On a fait un petit calcul bilan carbone de tout ça. On a jusqu'à aujourd'hui revalorisé jusqu'à 5000 km de câbles. Et ça représente en fait 7000 tonnes de CO2, ce qui est généré en CO2 par un village de 1000 personnes en un an. Bilan carbone en baisse, des flux de données, passons au flux des marchandises. Place à l'intelligence logistique. La logistique n'a pas de frontières. Les flux passent d'une frontière à une autre. Mais par contre, il est clair que la région Nord-Pas-de-Calais est un bassin logistique idéal au carrefour de 3 métropoles et puis avec un ensemble d'axes multimodaux, qu'ils soient fluviaux, qu'ils soient routiers ou qu'ils soient ferroviaires, et qui lui confère une vraie capacité à devenir une place forte. C'est déjà une place forte pour les marchandises, mais ça l'est encore plus pour les flux logistiques qui transitent ou alors qui circulent à l'intérieur de la région. Et l'enjeu de la supply chain et l'enjeu in fine de réduction de l'empreinte carbone et d'un coût logistique qui soit aussi un coût énergétique le plus bas possible, c'est tout l'enjeu de cette optimisation logistique qui est complètement synchrone avec la TRI aujourd'hui. Finalement, la grande question qu'on se pose tous n'est pas de repenser le monde ou la région Nord-Pas-de-Calais, mais le transformer par l'action, avec la création de valeurs plus solidaires, plus rentables, plus durables, plus révolutionnaires. Et anticiper pour ne pas subir. Voilà la démonstration faite. La troisième révolution industrielle n'est plus un concept, elle est concrète. Un catalyseur de projets vers plus de place à l'innovation, à l'esprit d'initiative, à l'improvisation même. Ce que je retire ici, c'est que j'ai fait le plein d'inspiration, par la passion, l'engagement, le sérieux. Il faut que cette région soit une région phare de la troisième révolution industrielle. Il est important de relever le défi du changement climatique. Il est important d'avoir une économie qui soit plus juste, plus humaine, où tout un chacun peut prospérer ici dans cette région et au niveau international. La contribution collaborative s'écrit aujourd'hui en crowdfunding, c'est-à-dire de donner le pouvoir au citoyen lui-même de financer la troisième révolution industrielle grâce à 5 plateformes de crowdfunding pour soutenir les projets innovants ou de proximité. Avec en plus un compte d'épargne 100% dédié. C'est une banque coopérative qui a lancé ce livret d'épargne consacré entièrement à une région et à une dynamique. C'est une première en France pour partager les objectifs de la démarche équitablement et surtout encourager les succès. Nous pouvons envisager concrètement l'articulation de cette économie de la contribution où la valeur sociale devient une monnaie, les consommateurs se transforment en usagers
et sans doute, à terme, plus de discernement entre emprunteurs et contributeurs. C'est un nouveau modèle de gouvernance, moins hiérarchique, plus descendant, adapté à l'ère connectée qui se met en place. Une nouvelle approche transversale qui prend en compte le caractère systémique du fonctionnement de la société régionale. Tous ces acteurs du Nord-Pas-de-Calais, partageant une origine, une identité et un destin commun, ont ainsi réalisé ensemble un projet complexe qui fera exemple au reste du monde. L'histoire s'écrit grâce à leurs expériences et leur savoir-faire pour surmonter toutes les réticences et atteindre la valeur suprême, un avenir durable. La vision du Nord-Pas-de-Calais, c'est être un phare qui va montrer le chemin aux 7 milliards d'êtres humains sur la planète. Et la meilleure façon d'y parvenir, ne serait-ce pas d'y croire.